Le bruit de la porcelaine qui se brise sur le carrelage froid est un son que je n'oublierai jamais. Il résonne encore dans mes cauchemars, plus fort que les cris, plus violent que les insultes. Ce Noël-là, mon père n'a pas seulement cassé une assiette. Il a brisé les dernières illusions que j'avais sur ma famille. Il a regardé ma fille de 9 ans, terrifiée, couverte de sauce, et il a hurlé ces mots qui ont tranché l'air comme un rasoir. On ne nourrit pas les bâtards ici. Tout le monde s'est tu. Ma mère a baissé les yeux. Ma sœur a souri. Il pensait que j'allais pleurer, comme d'habitude. Que je ramasserais les morceaux en m'excusant d'exister. Mais ils avaient tort. Ce soir-là, je n'ai pas versé une seule larme. J'ai simplement ouvert mon sac, sorti un dossier bleu, et prononcé 4 mots qui allaient transformer leur arrogance en ruine totale. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez les histoires où le karma frappe fort et où la justice est servie froide, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans ce drame familial qui se déroule dans la ville d'Angers, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir que nous sommes connectés à travers le monde. Abonnez-vous et activez la cloche, car ce que je vais vous raconter dépasse l'entendement. Tout a commencé, comme souvent, autour d'une table. Nous étions réunis dans la grande maison familiale de mes parents, une bâtisse bourgeoise en pierre de tuffeau, typique de la région, dont mon père, Raymond, était si fier. C'était le genre de maison qui criait la réussite sociale, avec ses volets parfaitement peints et son jardin manucuré où pas un brin d'herbe ne dépassait. À l'intérieur, l'ambiance était, comme toujours, étouffante. Il y avait mon père, Raymond, 72 ans, ancien chef d'entreprise, un homme qui pensait que l'affection était une faiblesse et que le contrôle était la seule forme d'amour. Ma mère, Odile, 68 ans, une ombre silencieuse qui passait sa vie à polir l'argenterie et à ignorer les vérités dérangeantes. Et bien sûr, Corinne, ma sœur aînée, la princesse, l'enfant doré, celle qui n'avait jamais rien fait de mal de sa vie, même quand elle échouait à tout. Et puis il y avait nous. Moi, Magali, la brebis galeuse, la mère célibataire qui travaillait trop, et ma fille, Lison, 9 ans, un petit ange aux yeux immenses qui cherchait désespérément l'approbation d'un grand-père qui ne la regardait même pas. Le dîner de Noël était censé être parfait. Ma mère avait sorti le service en porcelaine de Limoges, celui qu'on n'avait pas le droit de toucher quand on était petit. L'odeur du foie gras et du chapon rôti remplissait la pièce, mais l'air était lourd de tension. J'avais passé la soirée à esquiver les pics habituels de Corinne sur mon travail de gestionnaire de paie, c'est tellement administratif, tu ne t'ennuies pas, ou sur mes vêtements, c'est la mode de l'année dernière, non? Je mordais ma langue. Pour Lison. Pour la paix des ménages. Le drame a éclaté au moment du foie gras. Il restait une dernière tranche sur le plat de service. Une belle tranche rosée. Lison, innocemment, a tendu sa fourchette. Elle adorait ça. Maman, je peux? A-t-elle demandé en chuchotant. J'ai souri. Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Au moment où sa fourchette a touché la tranche, la voix de Corinne a sifflé à travers la table. Ah non. Cette tranche est pour Louane. Elle n'en a eu qu'une. Louane, la fille de Corinne, 10 ans, avait déjà son assiette pleine, mais elle a levé les yeux, attendant son dû comme une petite reine. Lison en a eu qu'une aussi, ai-je répondu calmement. Et Louane a encore du pain d'épices. C'est là que mon père a explosé. Il ne s'est pas contenté de parler. Il s'est levé brusquement, faisant trembler les verres en cristal. Son visage était rouge, ses veines palpitaient sur son cou. Il a arraché l'assiette des mains de Lison. Pas doucement. Brutalement. Tu ne touches pas à ça, a-t-il hurlé. Et d'un geste violent, théâtral, il a jeté l'assiette de ma fille par terre. Crash. Le bruit a été assourdissant. La porcelaine fine a explosé en 1000 morceaux. Le foie gras, la confiture de figues, tout s'est étalé sur le carrelage immaculé et a éclaboussé les collants blancs de Lison. Le silence qui a suivi était terrifiant. Lison était pétrifiée, la bouche ouverte, les yeux remplis de larmes qui n'osaient pas couler. Mon père la pointait du doigt, tremblant de rage. Cette nourriture, c'est pour ma vraie famille. Pour ma vraie petite fille. Pas pour les pièces rapportées. On ne nourrit pas les bâtards ici. Dégage. Bâtard. Le mot a flotté dans l'air, obscène, cruel. J'ai regardé ma mère. Elle fixait le centre de table, ajustant nerveusement une bougie, comme si rien ne s'était passé.
J'ai regardé Corinne. Elle avait un petit sourire en coin, satisfaite, caressant les cheveux de sa fille Louane comme pour la protéger de la souillure que nous représentions. Personne n'a bougé pour aider Lison. Personne n'a dit « Raymond, tu vas trop loin ». Dans ce silence, j'ai senti quelque chose mourir en moi. L'espoir. L'espoir stupide qu'un jour, il m'aimerait. L'espoir que si je faisais assez d'efforts, si j'étais assez sage, assez serviable, il verrait enfin ma fille. Mais non. Pour eux, nous n'étions rien. Je me suis levée lentement. Ma chaise a grincé sur le sol. J'ai contourné la table, mes talons claquant rythmiquement, jusqu'à ma fille. Je l'ai aidée à se lever, j'ai essuyé la tache de gras sur sa joue avec mon pouce. « Ça va aller », lui ai-je murmuré. Puis, je me suis tournée vers mon père. Il se rasseyait, reprenant sa fourchette, pensant que l'incident était clos, que j'allais faire comme ma mère, baisser la tête et subir. J'ai attrapé mon sac à main posé sur le buffet. J'en ai sorti une chemise cartonnée bleue. Simple. Sans étiquette. Je suis revenue vers la table et je l'ai posée doucement, juste à côté de son verre de vin. Le contraste entre le dossier bleu et la nappe blanche était saisissant. Mon père a froncé les sourcils. « C'est quoi ça ? Encore une de tes factures que tu ne peux pas payer ?» a-t-il raillé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de lui. « Vous êtes assigné, ai-je dit. 4 mots. Juste 4. La fourchette de ma mère est tombée. Corinne a arrêté de mâcher. Le visage de mon père est passé du rouge au blanc cireux. Il savait. Au fond de lui, il savait exactement ce qu'il y avait dans ce dossier. Mais il ne savait pas que je savais. Ce qu'il ignorait, c'est que ce moment, cette assiette brisée, n'était que la fin de l'histoire. Le début, lui, était bien plus sombre. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai pris la main de Lison, serrant ses petits doigts glacés dans les miens, et je l'ai entraîné vers la sortie. Dans le hall d'entrée, alors que j'enfilais mon manteau, j'ai entendu les voix s'élever dans la salle à manger. Des cris confus, le bruit d'une chaise qui tombe. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, la pluie tombait, une pluie fine et glaciale typique de l'hiver en Maine-et-Loire. J'ai installé Lison dans son siège auto. Elle ne pleurait plus, mais son silence m'inquiétait davantage que ses larmes. Elle fixait le vide, ses petites jambes tachées de nourriture pendante. J'ai démarré la voiture, mes mains tremblant tellement que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour tourner la clé. Alors que nous nous éloignions de la maison illuminée, Lison a finalement parlé. Sa voix était si petite, si fragile qu'elle s'est presque perdue dans le bruit des essuie-glaces. « Maman ? Oui, mon cœur ? Pourquoi papy me déteste ? » J'ai failli piler au milieu de la route. Mon cœur s'est serré comme dans un étau. Comment expliquer à une enfant de 9 ans que la haine de son grand-père n'avait rien à voir avec elle, mais tout à voir avec une obsession maladive et une cruauté sans borne ? Il ne te déteste pas, chérie, ai-je menti, la gorge nouée. Papy est malade. Dans sa tête. C'est parce que je n'ai pas de papa, a-t-elle insisté. C'est pour ça que je suis une bâtarde ? J'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. J'ai détaché ma ceinture et je me suis tournée vers elle pour la serrer dans mes bras, ignorant l'inconfort de la position. Écoute-moi bien, Lison. Tu n'es pas une bâtarde. Tu es mon enfant. Tu es désirée, tu es aimée, et tu es la personne la plus importante de ma vie. Ce que papy a dit, ce sont des méchancetés d'adulte qui a le cœur noir. Ça ne te définit pas, elle a hoché la tête contre mon épaule, mais je sentais son petit corps encore tendu. En reprenant la route, les souvenirs ont commencé à m'assaillir, violents et amers. Ce n'était pas nouveau. Cette différence de traitement, je l'avais subie toute ma vie. J'ai grandi en étant l'ombre de Corinne. Corinne était belle, Corinne était intelligente, même quand ses bulletins scolaires disaient le contraire, Corinne était la fierté. Moi ? J'étais la difficile, l'ingrate. Je me souviens de mes 18 ans. J'avais été acceptée dans une excellente université de gestion à Nantes. J'étais tellement fière. J'avais couru voir mon père dans son bureau. Papa, j'ai été reçue. Mais j'aurais besoin d'aide pour le loyer et les frais d'inscription. Il n'avait même pas levé les yeux de son journal. On n'a pas d'argent pour ça, Magali. Les affaires sont dures cette année. Tu devras te débrouiller.
Travaille. Ça te forgera le caractère. J'avais accepté. J'avais travaillé soir et week-end comme serveuse, ratant des cours, épuisée, pour payer mes études. Je pensais que c'était vrai, que nous n'avions pas d'argent. Mais 2 semaines plus tard, pour les 21 ans de Corinne qui venait de rater son année de droit pour la 2e fois parce qu'elle préférait faire la fête, j'ai vu une voiture neuve dans l'allée. Une petite décapotable rouge avec un gros nœud sur le capot. C'est pour lui remonter le moral, avait dit ma mère avec un sourire coupable quand elle m'avait vu regarder la voiture. Ta sœur est sensible, elle a besoin de soutien. Toi, tu es forte, Magali. Tu n'as besoin de personne. Tu es forte. C'était leur excuse pour tout. C'était le permis qu'ils se donnaient pour me négliger. Parce que j'étais forte, ils pouvaient être cruels. Parce que j'étais forte, Corinne pouvait tout avoir. J'ai avalé cette injustice comme j'en avais avalé 1000 autres. J'ai construit ma vie seule, pierre par pierre. Je suis devenue gestionnaire de paix, j'ai élevé Lison seule après le départ de son père avant même sa naissance. Je n'ai jamais rien demandé. Jusqu'à il y a 3 semaines. Jusqu'à ce soir fatidique où j'ai accepté de rendre service à Corinne, une fois de trop. C'est là que j'ai découvert que « nous n'avons pas d'argent » était le plus gros mensonge de notre histoire familiale. Revenons 3 semaines en arrière. C'était un samedi soir. Corinne m'avait appelé, paniquée. Magali, tu dois venir. J'ai une soirée gala pour l'agence immobilière, c'est crucial pour ma carrière, et la babysitter m'a lâché. Je t'en supplie, viens garder Loane. J'avais prévu une soirée tranquille avec Lison, mais comme toujours, j'ai dit oui. L'habitude de servir, l'habitude d'espérer un « merci » qui ne vient jamais. Je suis arrivée chez Corinne. Sa maison était magnifique, décorée par un professionnel, avec une piscine chauffée dans le jardin. Elle est partie dans un nuage de parfums coûteux, me laissant avec Loane et une liste d'exigences longues comme le bras. Vers 21h, Loane s'ennuyait. Tata, je peux regarder un film sur l'ordinateur de maman? La télé du salon ne capte pas Netflix. D'accord, mais juste un dessin animé, ai-je dit. Elle a couru chercher le MacBook Pro de sa mère. Elle l'a ouvert sur la table basse du salon. Oh non, il y a un mot de passe, a-t-elle boudé. Tu ne le connais pas? Si, maman met toujours la même chose. C'est la date de naissance de mamie. Elle a tapé les chiffres. L'écran s'est déverrouillé. Mais avant qu'elle ne puisse cliquer sur l'icône de Netflix, une notification d'email est apparue en haut à droite de l'écran. Un objet a attiré mon œil. Banque Populaire, sujet, Fiducie Marcel, distribution annuelle relevé décembre. Mon cœur a raté un battement. Marcel. C'était le nom de mon grand-père paternel, mort il y a 10 ans. Pépé Marcel. Le seul homme de cette famille qui m'avait un jour témoigné de la gentillesse. Quand il est mort, mes parents m'avaient dit qu'il n'avait laissé que des dettes. Qu'il n'y avait pas d'héritage. J'avais pleuré sa perte, pas son argent. Alors pourquoi y avait-il une notification de « Fiducie Marcel » sur l'ordinateur de ma sœur? Et pourquoi « Distribution annuelle » Tata? Le film, demanda Loane. Une seconde, ma puce. Va chercher du jus d'orange dans la cuisine. Dès qu'elle est sortie, mes mains ont volé sur le clavier. Je sais, c'est mal de fouiller. Mais l'instinct était plus fort que la politesse. J'ai cliqué sur le mail. Ce que j'ai vu m'a donné la nausée. C'était un relevé bancaire détaillé d'une fiducie, un trust, créé par mon grand-père. Le capital initial? Près de 400 000 €. Les bénéficiaires listés? Corinne V et Magali V. Moi. Mon nom était là. Noir sur blanc. J'étais bénéficiaire à 50%. J'ai fait défiler le document, le souffle court. J'ai vu la liste des transactions des 5 dernières années. Virement sortant, 25 000 €. Motif, rénovation toiture, maison Corinne, virement sortant, 12 000 €. Motif, frais scolarité privée, Loane, virement sortant, 45 000 €. Motif, achat véhicule Audi, Raymond, virement sortant, 8 000 €. Motif, vacances familiales Seychelles, Raymond, Odile, Corinne, et à côté de chaque retrait, dans la colonne autorisation bénéficiaire de Magali, il y avait une signature. Ma signature. Mais je n'avais jamais signé ça.
Ils avaient imité ma signature. Depuis 10 ans. Ils vidaient le compte que mon grand-père m'avait laissé pour payer leur luxe, leur voiture, les études de la vraie petite fille, pendant que je comptais chaque centime pour acheter des chaussures à Lison. J'ai senti une colère froide, liquide, envahir mes veines. Ce n'était pas juste du favoritisme. C'était du vol. C'était un crime. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos de l'écran. Chaque page, chaque relevé, chaque fausse signature. Mes mains tremblaient tellement que les premières photos étaient floues, j'ai dû recommencer. Soudain, j'ai vu un autre dossier sur le bureau de l'ordinateur. Il était intitulé « Preuve ADN », au CSE accent grave. J'ai approché la souris pour l'ouvrir, mon pouls battant dans mes tempes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tata. J'ai renversé le jus. Le cri de Loane venant de la cuisine m'a fait sursauter. J'ai refermé la fenêtre du mail, laissé le dossier ADN inexploré, et j'ai couru vers la cuisine. Mais mon esprit était resté devant cet écran. Arrêtez-vous une seconde. Mettez-vous à ma place. Imaginez que vous découvrez que votre propre famille, les gens qui sont censés vous aimer, vous volent systématiquement depuis une décennie tout en vous regardant galérer financièrement. Quelle serait votre première réaction? Auriez-vous confronté votre sœur dès son retour? Ou auriez-vous fait comme moi, jouer la comédie en attendant de frapper plus fort? Dites-le moi dans les commentaires. Je n'ai rien dit à Corinne ce soir-là. Je suis rentrée chez moi, j'ai serré Lison dans mes bras, et le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Mais je n'étais pas encore prête à appuyer sur le bouton nucléaire. Il me fallait un dernier signe. Et ce signe est arrivé de la pire des manières. Lundi matin, 9 heures. J'étais assise dans le bureau de maître Soraya Ben Ali. C'était une femme impressionnante, le genre d'avocate qui ne sourit pas pour être polie, mais qui gagne. Je lui ai montré les photos. Elle a ajusté ses lunettes, a fait défiler les images sur mon téléphone, et son visage s'est durci. Madame, c'est très clair. C'est de l'abus de confiance, du faux et usage de faux, et du détournement de fonds. Votre père est le gestionnaire du trust, n'est-ce pas? Oui. Il a utilisé sa position pour siphonner votre part. Les signatures sont grossières, mais suffisantes pour la banque tant que personne ne conteste. Il risque la prison, vous savez? La prison. Le mot a résonné étrangement. C'étaient mes parents. Malgré tout, une petite partie de moi, cette partie conditionnée depuis l'enfance, hésitait encore. Je ne veux pas les mettre en prison, maître. Je veux juste ce qui revient à ma fille. Peut-être qu'on peut régler ça à l'amiable? Soraya m'a regardé avec pitié. Les gens qui volent leur propre enfant pendant 10 ans ne règlent pas les choses à l'amiable, madame. Mais c'est vous qui décidez. J'ai quitté son cabinet avec le dossier de plainte prêt, mais non signé. Je me donnais encore le temps de réfléchir. J'étais faible, je le sais. J'espérais encore une explication. Et puis, l'univers m'a envoyé le signe que j'attendais. 2 jours plus tard, j'ai eu un petit accident de voiture en allant au travail. Rien de grave, juste de la tôle froissée, mais ma voiture était immobilisée et je devais passer au commissariat pour le constat. Il était 16 heures. L'école de Lison finissait à 16h30. J'ai appelé ma mère. Maman, je suis coincée. Tu peux aller chercher Lison à l'école? S'il te plaît. C'est urgent. Ma mère a soupiré. Oh, Magali. On devait aller voir les décorations de Noël en centre-ville avec Corinne et Loane. Mais bon, d'accord. On passera la prendre. Merci, maman. Vraiment. J'étais soulagée. J'ai fini mes démarches vers 18h30. J'ai appelé ma mère pour savoir si Lison avait bien goûté. Pas de réponse. J'ai appelé Corinne. Répondeur. J'ai appelé mon père. Rien. Une angoisse sourde a commencé à monter. J'ai emprunté la voiture d'une collègue et j'ai foncé chez mes parents. Personne. La maison était noire. J'ai conduit jusqu'à l'école. Il était 19 heures passées. Il faisait nuit noire, il pleuvait des cordes et le vent glacé soufflait fort. Le portail de l'école était fermé. Mais sous le petit préau, recroquevillé contre la grille, il y avait une petite forme. C'était Lison.
Elle était seule. Trempée. Transie de froid. J'ai hurlé son nom en sortant de la voiture. Je me suis précipitée vers elle. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Sa peau était brûlante. Ils ne sont pas venus, a-t-elle bégayé, les lèvres bleues. La maîtresse a attendu, puis elle a dû partir, elle a dit que quelqu'un arrivait. J'ai emmené Lison aux urgences pédiatriques. Diagnostic, début de pneumonie. Elle a dû être hospitalisée 2 jours sous oxygène. À 20h30, alors que j'étais au chevet de ma fille, tenant sa main brûlante, mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Oups. On a complètement oublié avec l'essayage de robe de Loane pour Noël. On a eu un contretemps. J'espère que Lison est rentrée à pied. Elle est grande maintenant, ça lui fera les pieds. Pas une excuse. Pas d'inquiétude. Ils avaient oublié ma fille sous la pluie glaciale parce que la robe de Loane était plus importante. J'ai relu le message. J'ai regardé le masque à oxygène sur le visage de Lison. À cet instant précis, la fille qui voulait régler ça à l'amiable est morte. La femme qui voulait la paix a disparu. J'ai sorti le dossier que maître Ben Ali m'avait préparé. J'ai signé la dernière page. J'ai appuyé si fort que le stylo a traversé le papier. Vous voulez la guerre, ai-je murmuré dans la chambre d'hôpital silencieuse. Vous allez la voir. J'ai décidé d'attendre le dîner de Noël pour leur remettre l'assignation. Je voulais qu'ils soient tous là. Je voulais voir leur visage quand leur monde parfait s'effondrerait. Nous voici de retour au présent, dans la voiture, fuyant ce dîner maudit. Le dossier bleu est resté sur la table, entre la dinde froide et les débris de porcelaine. Les jours qui ont suivi Noël ont été un véritable chaos. Dès le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer sans discontinuer. D'abord, Corinne. 17 appels manqués. Puis des messages vocaux. J'en ai écouté un, juste par curiosité morbide. T'es complètement malade. C'est quoi ce délire? Papa a failli faire une attaque. Retire ta plainte tout de suite, espèce de folle. Tu vas détruire la famille pour de l'argent? T'as pas honte? Aucune mention de Lison. Aucune excuse pour l'assiette cassée. Juste la peur de perdre leur confort. Puis ma mère a pris le relais. Elle, c'était plus insidieux. C'était la manipulation émotionnelle pure, ce qu'on appelle le gaslighting. Magali, ma chérie. Papa est désolé, il était juste fatigué. Tu sais comment il est. Ne gâche pas tout. On peut te donner un peu d'argent si tu as des dettes. Je peux te faire un chèque de 500 €. Mais annule cette procédure, les voisins vont jaser. Pense à notre réputation. 500 €. Il m'avait volé 200 000 €, ma moitié du trust, elle pensait m'acheter avec 500 € et du chantage affectif. Je n'ai répondu à personne. J'ai appliqué la méthode de la pierre grise. Je suis devenue inintéressante, silencieuse, impénétrable. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Puisqu'ils ne pouvaient pas m'atteindre directement, ils ont envoyé les singes volants, ces alliés aveugles du narcissique. Ma tante Jocelyne, la sœur de ma mère, une femme qui vit pour les ragots, a posté un long message sur Facebook sans me nommer, mais tout le monde à Angers savait de qui elle parlait. Tellement triste de voir des enfants ingrats attaquer leurs parents vieillissants pour de l'argent juste après Noël. Aucune morale. Soutien à ma sœur Odile et mon beau-frère Raymond qui traversent cette épreuve avec dignité. Une certaine personne devrait avoir honte de traîner son propre sang dans la boue. Les commentaires étaient horribles. Quelle honte, génération pourrie, courage à vous. J'ai eu envie de hurler la vérité. De poster les photos des relevés bancaires, de raconter l'histoire de l'école, de l'assiette. Mais maître Ben Ali m'avait prévenu, ne répondez pas. Ne commentez pas, gardez tout pour le juge. Laissez-les s'énerver et faire des erreurs. Et ils ont fait une erreur. Une énorme erreur. 3 jours après le Nouvel An, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de mon père. Je pensais qu'ils allaient proposer un arrangement. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Ce n'était pas une offre de paix. C'était une déclaration de guerre nucléaire. Le courrier disait en substance, Monsieur Raymond V conteste la validité de la plainte.
Il affirme que le trust établi par Monsieur Marcel V était destiné exclusivement à sa descendance biologique. Or, Monsieur Raymond V a toujours émis des doutes quant à sa paternité concernant Madame Magali V. Si Madame Magali V n'est pas la fille biologique de Raymond V, elle n'est pas la petite-fille de Marcel V, et n'a donc aucun droit sur cet héritage. Par conséquent, nous demandons un test de paternité judiciaire. J'ai dû m'asseoir. Le monde a tourné autour de moi. Ils n'essayaient pas seulement de garder l'argent. Ils essayaient d'effacer mon existence. Ils allaient utiliser la pire insulte possible, me déclarer bâtarde officiellement pour justifier leur vol. On ne nourrit pas les bâtards. La phrase de mon père à Noël prenait tout son sens. Il ne l'avait pas dite sous le coup de la colère. C'était sa ligne de défense préparée depuis des années. Mais s'il pensait que j'allais reculer par peur de la vérité, il ne me connaissait pas. Il venait de me donner l'arme qui allait les achever. Le lendemain, un paquet est arrivé par coursier. Un kit ADN. Avec un petit mot manuscrit de mon père, oseras-tu ? Si tu n'es pas ma fille, tu me rembourseras chaque centime dépensé pour toi depuis 40 ans. J'ai regardé la boîte posée sur ma table de cuisine comme si c'était une bombe. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie, preuve qu'elle attendait. C'est vrai, ai-je demandé, la voix blanche. Tu m'as eu avec un autre homme ? Il y a eu un long silence. Puis j'ai entendu des reniflements. Magali. C'était une époque compliquée. Ton père et moi, on était en pause. J'ai rencontré quelqu'un. Juste une fois. Et puis tu es arrivé. Ton père a toujours eu un doute. Il a accepté de t'élever, mais il ne t'a jamais vraiment regardé comme la sienne. C'est pour ça qu'il est dur avec toi. Il souffre, tu comprends ? Il souffre, ai-je répété, incrédule. Il m'a traité comme une moins que rien toute ma vie parce qu'il n'était pas sûr ? Et toi, tu n'as jamais rien dit ? Tu m'as laissé grandir en pensant que j'étais le problème ? Je ne voulais pas briser la famille, a-t-elle pleurniché. J'ai raccroché. La lâcheté de cette femme était un abîme sans fond. J'ai regardé Lison qui faisait ses devoirs dans le salon. Elle m'a souri, un sourire timide, encore marqué par la soirée de Noël. Si je refusais le test, il gagnait. Il gardait l'argent, et je restais la fille illégitime qui a voulu voler la famille. Si je faisais le test et que je n'étais pas sa fille, je perdais tout. L'héritage, mon identité, mon histoire. Mais je me suis souvenu du dossier sur l'ordinateur de Corinne, preuve ADN, OCS accent rave. Pourquoi aurait-il un dossier s'ils étaient sûrs que je n'étais pas sa fille ? J'ai appelé Maître Ben Ali. On fait le test, ai-je dit. Vous êtes sûr, Magali ? Si le résultat est négatif, le dossier Trust s'effondre. Je m'en fiche de l'argent à ce stade. Je veux la vérité. Je veux qu'il ne puisse plus jamais utiliser ce doute contre ma fille. Nous avons procédé au test officiel, mandaté par le tribunal. Les semaines d'attente ont été une torture. Je ne dormais plus. Je perdais mes cheveux. Tout Angers semblait me regarder de travers. Tante Jocelyne continuait sa campagne de dénigrement, bientôt la vérité éclatera sur les imposteurs. Finalement, la convocation est arrivée. Lecture des résultats au cabinet de l'avocat de mon père. C'était un matin gris de février. Je suis entré dans la salle de conférence. Mon père était là, assis en bout de table comme un roi, un sourire suffisant aux lèvres. Ma mère regardait ses mains. Corinne mâchait un chewing-gum, l'air ennuyé, vérifiant son téléphone. Alors, a lancé mon père quand je suis entré. Prête à faire tes valises et à changer de nom ? Je me suis assise sans répondre. Soraya a posé sa main sur mon bras pour me calmer. L'avocat de la partie adverse a ouvert l'enveloppe scellée. Il a sorti le document. Il a ajusté ses lunettes, a lu la conclusion, et son visage a changé. Il a froncé les sourcils, a relu une deuxième fois. Eh bien, a aboyé Raymond. Dites-lui qu'elle n'est rien. L'avocat a toussé, gêné. Il a glissé le papier vers mon père. Monsieur, les résultats indiquent une probabilité de paternité de 99,999%. Le silence a claqué comme un coup de fouet. Raymond a arraché le papier. Il l'a fixé, les yeux exorbités.
C'est impossible. C'est truqué, a-t-il postillonné. Odile m'a dit que... Il s'est tourné vers ma mère. Elle pleurait silencieusement. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas toi, Raymond, a-t-elle chuchoté. J'ai dit que je ne savais pas. C'est toi qui as décidé que ce n'était pas la tienne parce qu'elle ne te ressemblait pas. Tu voulais croire qu'elle n'était pas de toi pour me punir. J'ai senti une vague de chaleur monter en moi. Ce n'était pas la honte. C'était la puissance. Je me suis levée lentement. J'ai regardé cet homme, ce vieillard haineux qui venait de perdre sa seule excuse pour 40 ans de maltraitance. Je suis ta fille, Raymond, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Je suis ta fille. Lison est ta vraie petite fille. Et tu sais ce que ça veut dire? Il me regardait, la bouche ouverte, incapable de parler. Je me suis tournée vers Soraya. Elle a souri, un sourire de prédateur, et a sorti un autre dossier de sa mallette. Un dossier très épais. Ça veut dire, monsieur, a dit Soraya, que vous avez détourné l'héritage de votre propre fille biologique. Et maintenant que la filiation est établie, nous ne parlons plus de droit de la famille. Nous parlons de vol aggravé. Parlons des chiffres, maintenant. C'était le moment où la peur a changé de camp. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. L'arrogance de Raymond s'est évaporée, remplacée par une panique visible. Corinne a arrêté de mâcher son chewing-gum. Elle a compris. Si je suis la fille légitime, je suis la bénéficiaire. Et l'argent qu'elle a dépensé, c'est mon argent. Soraya a étalé les relevés bancaires sur la table. Commençons par 2018, a-t-elle dit calmement. 25 000 € pour la toiture de Corinne. Signature de Magali falsifiée. 2019, 45 000 € pour votre Audi Q5, monsieur Raymond. Signature falsifiée. Au total, sur 10 ans, nous avons tracé 210 000 € de retraits illégaux sur la part de Magali. Mais, c'était pour la famille, a balbutié ma mère. On aide la famille. Non, madame, a coupé Soraya. Vous avez aidé une partie de la famille en volant l'autre. Le trust stipulait une répartition 50-50e. Vous avez pris 100% et laissé des miettes. L'avocat de mon père a essayé d'intervenir. Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement, un remboursement échelonné. J'ai regardé mon père. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Il ne me regardait toujours pas. Il regardait le document ADN, comme s'il essayait de le faire changer par la force de sa volonté. Il ne regrettait pas de m'avoir volé. Il regrettait d'avoir eu tort sur mon ADN. C'était ça le pire. Même maintenant, il ne m'aimait pas. Il était juste coincé. Pas d'arrangement, ai-je dit. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je veux la restitution intégrale. Immédiate. Avec les intérêts légaux. Et je veux que vous payiez mes frais d'avocat. On n'a pas cette somme liquide, a crié Corinne. Tout est investi. Investi? J'ai ri, un rire sans joie. Tu veux dire dépenser? Ta piscine, tes voyages, tes vêtements. Tu as vécu comme une riche avec mon argent. C'est fini, Corinne. Soraya a sorti le coup de grâce. Nous avons aussi découvert autre chose lors de l'audit financier. Il semble que le mari de Corinne ait des dettes de jeu considérables. 60 000 € ont été virés vers des comptes à Malte l'année dernière. C'est aussi l'argent du trust. Corinne est devenue livide. Elle s'est tournée vers son père. Papa, ne les écoute pas. Mais Raymond regardait sa fille préférée avec horreur. Tu m'avais dit que c'était pour un investissement immobilier. Tu as menti à ton complice, a raillé Soraya. C'est moche. Le château de cartes s'effondrait. Ils se mangeaient entre eux. C'était pathétique et satisfaisant à la fois. Nous allons saisir le tribunal pour demander la saisie des biens, a conclu Soraya en rangeant ses dossiers. Préparez-vous à vendre. Nous sommes sortis du bureau. Dans l'ascenseur, j'ai senti mes jambes flageoler. Je me suis appuyée contre la paroi. Ça va? A demandé Soraya. Je ne sais pas, ai-je avoué. Je viens de gagner, mais j'ai l'impression d'avoir perdu mes parents pour toujours.
Vous ne les avez pas perdus aujourd'hui, Magali, a dit Soraya doucement. Vous les avez perdus le jour où ils ont choisi l'argent plutôt que vous. Aujourd'hui, vous avez juste récupéré votre dignité. Elle avait raison. Mais la bataille n'était pas finie. Le tribunal a été impitoyable. Le procès a été rapide. Avec le test ADN et les preuves bancaires irréfutables, le juge n'a eu aucune pitié. Le verdict est tombé 3 mois plus tard. Raymond et Odile ont été condamnés à restituer 210 000 euros de principal, plus 40 000 euros d'intérêts et de pénalités, plus 15 000 euros de frais de justice. Total, 265 000 euros. Ils n'avaient pas cet argent. Le trust était vide. Les comptes courants étaient à sec à cause du train de vie de Corinne. Il n'y avait qu'une seule solution. La maison. Cette grande maison bourgeoise à Angers. Le symbole de la réussite de Raymond. L'endroit où j'avais grandi mal aimé. L'endroit où Lison avait été humiliée. Le tribunal a ordonné la mise en vente forcée de la propriété pour couvrir les dettes. Le jour où le panneau « À vendre » a été planté devant le portail, tante Jocelyne m'a envoyé un SMS incendiaire. « Tu es contente ? Tu as mis tes parents à la rue. Tu es un monstre. » J'ai bloqué son numéro. La vente a pris du temps, mais la maison a fini par partir. Le produit de la vente a servi à me rembourser intégralement. Le reste a payé les dettes de jeu du mari de Corinne, qui a fini par la quitter quand le robinet à argent s'est fermé, et les frais d'avocat. Il ne restait presque rien à mes parents. Ils ont dû déménager. Ils ont loué un petit appartement 2 pièces dans une banlieue grise, loin du centre-ville chic. Fini le jardinier. Fini les dîners au champagne. Fini l'argenterie. J'ai appris par des connaissances communes que Raymond avait pris un coup de vieux terrible. Il ne sortait plus. Il avait honte. La honte sociale, pour un homme comme lui, était pire que la mort. Corinne ? Dès qu'il n'y a plus eu d'argent à gratter, elle a disparu. Elle rendait visite à ses parents 1 fois par mois, se plaignant que leur appartement sentait le renfermer, et repartait au bout de 20 minutes. La fille parfaite n'était là que pour l'or. Une fois l'or disparu, l'amour s'est envolé. C'est là que j'ai compris la plus grande ironie de cette histoire. Ils avaient passé leur vie à investir sur Corinne, la vraie fille, et à me rejeter, la fausse. Mais au moment de la vérité, la vraie fille les a abandonnés, et c'est la fausse qui s'est construite toute seule. J'ai reçu le virement sur mon compte un mardi matin. J'ai regardé les chiffres sur mon écran. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était des années de thérapie pour Lison. C'était sa sécurité. C'était la reconnaissance de mon grand-père Marcel, qui, lui, m'avait aimé. J'ai pleuré ce jour-là. Pas de tristesse, mais de soulagement. Le poids de 40 ans d'injustice s'envolait enfin. Mais l'histoire avait encore un dernier rebondissement. Un dernier soubresaut de leur part, une tentative pathétique de revenir dans ma vie. 6 mois après la vente de la maison. C'était l'été. Je sortais de mon bureau pour la pause déjeuner quand je l'ai vue. Ma mère. Elle attendait sur le trottoir, serrant son sac à main contre elle. Elle avait l'air minuscule, voûtée. Elle portait un manteau que je ne reconnaissais pas, un peu usé. Quand elle m'a vue, son visage s'est éclairé d'un espoir désespéré. Magali. Je me suis arrêtée. Mon premier instinct a été de fuir, mais mes pieds sont restés cloués au sol. « Qu'est-ce que tu fais là, Odile ?» ai-je demandé froidement. Je ne l'appelais plus maman. Elle a tressailli à l'entente de son prénom. Je voulais te voir. Et voir Lison. J'ai apporté un gâteau. Un gâteau au yaourt, elle adorait ça quand elle était petite. Elle a tendu un Tupperware en plastique bon marché. Lison a 10 ans maintenant. Elle préfère le chocolat. Et elle ne veut pas te voir. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. S'il te plaît, Magali. Ton père, il ne va pas bien. Il est déprimé. Il demande après toi. Il regrette. Il regrette ? J'ai laissé échapper un rire sec. Il regrette parce qu'il vit dans un T2 et qu'il n'a plus personne pour l'admirer. Corinne ne vient plus, n'est-ce pas ? Elle a baissé la tête. Corinne, elle a ses problèmes. Mais nous sommes une famille, Magali. On ne peut pas effacer le sang.
Maintenant qu'on sait que tu es vraiment sa fille, on peut recommencer. On peut être une vraie famille. C'était incroyable. Même maintenant, elle ne comprenait pas. Tu penses que c'est l'ADN qui fait une famille? Ai-je demandé, ma voix tremblante de rage contenue. L'ADN, c'est de la biologie. La famille, c'est ceux qui sont là quand tu as une pneumonie. C'est ceux qui ne te jettent pas une assiette au visage. C'est ceux qui ne te volent pas. Je me suis approchée d'elle. Tu étais là, Odile. Tu étais assise à cette table. Tu l'as vu humilier ma fille. Et tu n'as rien fait. Tu as choisi ton confort plutôt que ta petite fille. Tu es complice. J'avais peur de lui, a-t-elle murmuré. Moi aussi j'avais peur, ai-je répondu. Mais j'ai protégé ma fille. C'est ça, être une mère. Tu as échoué. J'ai reculé. Garde ton gâteau. Et ne reviens jamais ici. Si tu approches de Lison, j'appelle la police pour harcèlement. Je lui ai tourné le dos et je suis partie. Je ne me suis pas retournée. J'ai entendu ses sanglots dans mon dos, mais ils ne m'ont pas touchée. J'avais passé trop d'années à pleurer pour eux. Mes larmes étaient sèches. Ce soir-là, en rentrant, j'ai serré Lison très fort. C'était qui la dame devant ton travail, m'a-t-elle demandé. Une amie m'avait vu discuter. C'était une vieille connaissance, ai-je dit. Quelqu'un que je ne verrai plus. D'accord, a dit Lison, retournant à son dessin. On mange quoi? Ce que tu veux. Sauf du foie gras, ai-je plaisanté. Elle a ri. Un vrai rire, clair et joyeux. Le son de la guérison. Avec l'argent récupéré, je n'ai pas fait de folie. J'ai acheté une petite maison, pas un château bourgeois comme celui de mes parents, mais une maison chaleureuse avec un grand jardin, juste à la sortie d'Angers. Il y a une balançoire pour Lison. Nous avons adopté un chien, un golden retriever qu'elle a appelé Biscuit. Lison va mieux. Elle a vu un psychologue pendant quelques mois pour comprendre pourquoi son grand-père était si méchant. Elle a compris que ce n'était pas sa faute. Elle sait maintenant qu'elle est aimée, qu'elle est précieuse. Noël dernier, nous avons fêté ça chez nous. Il n'y avait pas de porcelaine de Limoges, pas de protocole strict. Nous avons mangé une raclette, assises par terre sur des coussins, en regardant des films de Noël. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal au ventre. C'était le meilleur Noël de ma vie. J'ai appris que mon père a fait une attaque cérébrale légère il y a 2 mois. Il est en fauteuil roulant maintenant. Ma mère s'occupe de lui, seule, dans leur petit appartement. Corinne ne vient jamais. Ils récoltent ce qu'ils ont semé, la solitude. Parfois, je ressens une pointe de tristesse pour la petite fille que j'étais, celle qui voulait tellement que son papa la regarde avec fierté. Mais cette petite fille a grandi. Elle est devenue une lionne pour protéger son propre enfant. Je ne leur ai pas pardonné. Le pardon, c'est pour ceux qui se repentent vraiment, pas pour ceux qui regrettent juste d'avoir été attrapés. Mais j'ai trouvé la paix. L'assiette cassée a été le catalyseur. Sans cet acte de violence, j'aurais peut-être continué à subir, à me laisser voler, à laisser ma fille se sentir inférieure. Alors, d'une certaine manière, merci Raymond. Merci d'avoir été assez monstrueux pour me forcer à devenir courageuse. Tu as cassé une assiette, mais tu m'as permis de reconstruire ma vie. Et vous? Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné à votre mère? Pensez-vous que j'ai été trop dure en les laissant finir leur vie seuls? Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et surtout, partagez votre propre expérience dans les commentaires. La famille, c'est sacré, dit-on. Mais je dis que votre santé mentale et la sécurité de vos enfants sont encore plus sacrées. Ne laissez personne, même pas votre père, vous traiter comme un moins que rien. Abonnez-vous pour plus d'histoires de justice et de résilience. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment vraiment. À bientôt.